Législative 2022, première semaine de campagne bouclée, 8 listes en compétition en perspective du scrutin législatif du 31 juillet 2022. Ces législatives de juillet 2022 nécessitent analyse et lecture. Avec moi ce dimanche, professeur Mamadou Diouf, pour sacrifier à la tradition. Professeur, encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci de votre invitation. Professeur, qu'est-ce qui fait la particularité, la spécificité de ces législatives de juillet 2022? On peut dire que, si vous voulez, deux éléments participent à donner à ces législatives une grande importance. La première est de l'ordre factuel. Comme vous le savez, il y a 8 coalitions. Et l'idée d'avoir 8 coalitions sur l'échiquier politique donne quand même à voir un mouvement qui est un mouvement de regroupement des partis politiques. Parce que si je ne m'abuse, il y a à peu près 400, un peu plus de 400 partis politiques au Sénégal. Donc ça montre que quelque part, on assiste, et ça c'est une caractéristique à souligner, on assiste à des tentatives de regroupement. C'est-à-dire on a amorcé, semble-t-il, un mouvement qui est un mouvement de discussion, de délibération, de compromis entre les partis politiques. Le deuxième élément qui me semble-t-il est un élément très important à souligner, c'est le fait qu'il est impossible de découpler les législatives avec les présidentielles à venir de 2024. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu de ces élections présentes ne sont plus des enjeux qui renvoient à la nature des élections législatives, à la nature de la forme de parlement, mais aussi de la forme de gouvernement, parce que le parlement non seulement vote les lois, mais le parlement contrôle le gouvernement, gouvernemental. Aujourd'hui, ce qui est très très important, c'est le fait que toute la classe politique est assurée, majorité comme opposition, que les résultats des législatives vont effectivement affecter la position tant attendue du président. Va-t-il aller à un troisième mandat ou non? Oui, alors qu'est-ce qui fait cette particularité aujourd'hui que naît des élections, c'est vrai, législatives, mais à connotation présidentielle? Vous êtes historien, est-ce une première au Sénégal? Effectivement, c'est une première au Sénégal, mais ce n'est pas une première en termes de débat politique. Si vous voyez la crise de 62, la crise tourne autour des rapports entre l'hégémonie du parti pour décider de la forme du gouvernement et de la présidence du Conseil et le pouvoir du Parlement pour décider de faire confiance au gouvernement ou de retirer la confiance au gouvernement. Et dans ce cas précis, la bataille entre les partisans de Mamadou Dia et les partisans de Senghor, c'est que les partisans de Mamadou Dia s'accrochent à l'hégémonie du parti et à la règle que c'est le parti qui décide du président du Conseil et qui choisit le président du Conseil, et ceux qui disent que c'est le Parlement. Ce sont les députés qui choisissent le président du Conseil. Un enjeu de pouvoir. Absolument. Et cet enjeu de pouvoir, on le retrouve aujourd'hui dans le contexte actuel. Comment? Parce que dans le contexte actuel, il y a plusieurs choses qui se sont passées en fait. La première chose, ça, et il faudrait qu'on en revienne à cela. Si vous écoutez, et ça passe en boucle aujourd'hui, si vous écoutez non seulement le président de la République, Macky Sall, mais si vous écoutez l'ensemble des responsables de l'APR et les plus importants qui ont été aussi d'importants membres du gouvernement,
y compris des personnes qui quelquefois se targuent d'avoir participé à la confection de la constitution sénégalaise, ils ont tous répété à satiété, non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, non pas quatre fois, mais plusieurs fois, la limite des 2 mandats, les 10 ans. Et qui ont dit, personne ne sait pourquoi tout le monde parle d'un 3e mandat, parce qu'il est très clair que la Constitution dit qu'il ne peut pas y avoir un 3e mandat. Tous l'ont dit, tous. Et on peut prendre les 2 figures principales aujourd'hui, si vous voulez. La figure du conseiller juridique du président de la République qui a été ministre de la Justice, mais aussi la figure de la tête de liste de Benno, qui a été ministre de la Justice et qui a été aussi Premier ministre, Aminata Touré. Donc on voit très nettement qu'au fond, il est très difficile de revenir sur la parole donnée. Et revenir sur la parole donnée, c'est de dire effectivement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hypocrisie dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais la deuxième chose qui est aussi importante, qu'on le veuille ou non, c'est l'émergence de la figure du principal opposant, ou bien qui est considéré comme le principal opposant à Macky Sall, Sonko. Et cette figure de Sonko a non seulement perturbé le jeu politique, mais le jeu politique au niveau du leadership qui peut être présidentiable, mais en fait l'émergence de Sonko et du PASTEF a aussi transformé considérablement l'opposition sénégalaise. Donc, et la manière d'engager et les manières d'engager la lutte politique. Donc, finalement, ces élections législatives ne le sont que de nom. C'est une élection présidentielle anticipée. Du moins, c'est effectivement comme si c'était un entraînement. Mais un entraînement pour la coupe plus importante que celle qui est en jeu. Et c'est ça qui fait... Parce que c'est aujourd'hui, en fait, un moment où il y a une recomposition, si vous voulez, du paysage politique sénégalais, avec l'apparition de Sonko et du PASTEF, avec l'apparition de coalitions qui semblent être des coalitions plus fortes qu'avant, mais aussi avec le fait, et ça on l'oublie, et il faudrait le prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas qui pourrait être le représentant de l'APR. Et on ne voit pas à l'intérieur, si vous voulez, de la coalition Benno, l'émergence d'un leader qui est capable de prendre le relais. Et quand je dis prendre le relais, c'est pas une histoire de succession. Et c'est pas, en fait, je récuse l'idée qu'un chef d'État choisit son successeur. Mais l'idée qu'il faut, dès maintenant, qu'il fallait, au moment de la réélection du président Macky Sall, penser à organiser la compétition à l'intérieur de son parti, à l'intérieur de sa coalition, on fait que tous les prétendants au pouvoir, toutes les personnes à qui on a collé, en fait, l'étiquette de prétendant, ont été éliminés du gouvernement. Ont été éliminés, effectivement, si vous voulez, des organes de décision du parti au pouvoir et de Benno. Ce qui veut dire que autour du président Macky Sall, il y a le vide. Et ce vide est un vide qui est un appel d'air à une troisième candidature. Et c'est dans ces conditions que la coalition Benno emprunte les législatives aujourd'hui entre Benno, l'opposition et les autres listes en compétition. Comment analysez-vous ce rapport de force sur le plan conjoncturel? Il semble, je dis bien,
il semble que du point de vue de la logique qui est la logique de la propagande politique, du point de vue du déploiement, du point de vue des programmes, même si on ne voit pas des programmes très clairement, il semble que l'opposition semble porter, si vous voulez, un mouvement, un élan. Et cet élan, c'est un élan qui est en fait alimenté par l'extraordinaire dynamisme du segment le plus important de la société sénégalaise, la jeunesse. Et cette jeunesse se trouve face, si vous voulez, à une triple crise. Il y a une crise en termes de nombre qui se traduit par un accès limité à l'enseignement, qui se traduit par un accès limité à l'éducation et qui se traduit par un accès limité à l'emploi. Et bien sûr, les réponses qui sont disponibles, malheureusement, sont des réponses. On traverse le Sahara, on va en Europe, on traverse la Méditerranée, on va en Europe. Ce qui veut dire que les risques pris par ces jeunes sont des risques extraordinairement élevés. C'est très probable qu'ils pourraient prendre ces risques dans le contexte actuel en termes de bataille politique. Oui. C'est-à-dire, il semble que les jeunes, et ce qui fait la force de Pastef, ce qui fait la force de Ousmane Sonko, c'est que et son parti et lui-même ont été capables de porter un discours qui est un discours que les jeunes d'aujourd'hui peuvent écouter. Et ce discours que les jeunes d'aujourd'hui peuvent écouter, c'est précisément ce qui explique pourquoi ces jeunes ont déserté les vieux partis. Que ce soit les partis au pouvoir, que ce soit les partis d'opposition. Et ce qui fait la force de ce mouvement, c'est aussi la capacité d'organisation. Ils sont mieux organisés. Mais aussi ont des discours qui portent à la fois sur une critique de la gestion administrative de ce pays. Ce ne sont plus des critiques idéologiques ou politiques pures, mais ce sont des critiques qui portent sur les pratiques administratives, les pratiques économiques de la classe dirigeante. Mais ils utilisent aussi un discours qui est profondément ancré dans une culture religieuse, qui n'est pas une culture nécessairement salafiste, mais qui porte sur l'idée que la question principale, la crise de ce pays est une crise morale. Et il s'agit de refonder moralement la société sénégalaise. Oui, ce qui nous ramène justement à la nature de ces législatives. Qui parle de législatives, parle de programme de législature, professeur Mamadou Diouf. Sur ce point précis, il y a d'autres listes, d'autres coalitions. Les spécialistes parlent de vote affectif, vote sentimental, vote religieux ou confrérique. Oui, où se situe aujourd'hui ce sens en termes de vote de l'électorat en majorité aujourd'hui au Sénégal? En fait, si vous voulez, ce qu'on ne prend pas en considération, c'est que toutes les variables que vous avez listées sont des variables qui participent de la composition d'un positionnement politique. Ça peut être affectif, ça peut être moral, ça peut être politique, ça peut être régional, ça peut être religieux, ça peut être ethnique. C'est l'ensemble de ces éléments qui participent d'une prise de décision, qui vous amène à voter pour un candidat et pour un parti. Et la question, c'est pas que ça soit nécessairement des réactions qui sont des réactions mauvaises, ou bien des motivations qui sont des motivations négatives. Ces motivations peuvent participer d'une culture politique générale, et cette culture politique générale crée une dynamique. Et cette dynamique est, si vous voulez, la marque d'une société. Et la grande question, c'est cela. Par exemple, je prends une question qui semble jouer un rôle assez important
aujourd'hui dans les discussions au Sénégal, la question ethnique, que ça soit lié à ce que les gens prétendent ou ont prétendu démarche du président de la République, ou que ça soit le maître de l'opposition Sonko qu'on renvoie à la Casamance, etc., etc. En fait, la grande question, c'est qu'il faut aller au-delà. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire que la question ethnique, on ne peut pas la poser de manière générale. Quand on parle de l'ethnicité, si vous voulez, comme un élément d'opposition et de conflit, on doit faire une distinction. Cette distinction, c'est-à-dire, c'est ça du tribalisme politique. Quand l'ethnie est utilisée dans le champ politique pour des gains de pouvoir. Mais l'ethnicité est effectivement un élément caractéristique de nos sociétés qui sont aujourd'hui restées des sociétés traditionnelles. Autrement, la différence, il faudra la faire entre ce que vous appelez l'ethnicité et le tribalisme. Oui, oui. Et en fait, les historiens, les politiques sont beaucoup plus, ils appellent ça l'ethnicité morale. C'est-à-dire comment des ressources qui sont les ressources de votre communauté participent à votre vision du monde et vous permettent de comprendre le monde et de vous comprendre en retour. Ce qui veut dire que l'ethnicité, est dynamique. 2, toute l'histoire précoloniale des sociétés africaines est une histoire qui repose sur des communautés. Des communautés qui sont ensemble pour des raisons politiques, mais qui sont aussi ensemble en reconnaissant leurs différences. C'est-à-dire, il n'y a pas le type de citoyen à l'européenne au XIXe siècle qu'on voit, qui est incolore, inodore et sans saveur, qui est une abstraction, et le sujet africain qui même n'est jamais assimilé à quoi que ce soit, mais vit sa vie, et les colons ont administré les Africains comme ça. C'est pour ça que les sociétés précoloniales et les sociétés coloniales sont décentralisées différemment, parce que ce qui importe par la reconnaissance de la différence, c'est d'établir la délibération comme règle de gouvernance. Donc l'ethnicité n'est pas mauvaise. En soi. Le tribalisme politique est mauvais. Et c'est ça qu'il faut gérer. Donc, d'une part, il y a cette question. La question religieuse, c'est la même chose. Au Sénégal, il y a eu plusieurs phases. Et on peut partir de la période, en fait, nationaliste, au moment du référendum de 58. Les politiciens sont pour une campagne pour le non. L'indépendance immédiate. Les marabouts sont contre. Les marabouts leur disent, vous savez, vous allez faire campagne, nous on va faire campagne, les Français sont nos amis, on a plus de talibés que vous avez de militants, vous avez intérêt à venir vous ranger derrière nous. Les politiciens ne savent pas quoi faire, et en fait c'est pour ça que quand De Gaulle arrive ici, il n'y a ni Mamadou Dia ni Senghor, il y a Valdiodio. Parce qu'ils sont pris au piège de cette position des marabouts d'une part et de la position qu'ils ont eux-mêmes pris à Cotonou en 58. Il n'y avait pas de consensus. Oui. Dans le fond. Oui, mais en 58, ils avaient dit qu'ils allaient faire campagne pour le non. Non, oui. À Cotonou. Et ce qui va se passer, mais on retrouve en 60, quand le Sénégal devient indépendant, le même conseil des oulémas du Sénégal, sous la conduite de Seydou Nourou Tall, va voir les politiciens pour leur dire, nous on veut une constitution islamique. Les politiciens disent non. Ils résistent. Et c'est eux qui, en fait, la constitution a son article 13, la laïcité de l'État. Donc cette dialectique de la religion, c'est cette dialectique qu'il importe de laisser fonctionner dans l'espace public. Naturellement. Oui, en faisant en sorte que, et c'est là où le président Macky Sall avait une position extraordinaire, de dire aux marabouts, vous êtes les chefs religieux, vous contrôlez des communautés qui sont des communautés religieuses, mais
il faut laisser effectivement la règle citoyenne fonctionner à l'intérieur. Et donc c'est tous ces éléments-là. Mais la question qui est une question beaucoup plus importante qu'on ne croit, c'est qu'on se trouve aujourd'hui, et depuis longtemps, dans une situation où la transition qui devrait être amorcée entre des sociétés traditionnelles qui fonctionnent sur des règles de légitimité, qui sont des légitimités qui sollicitent, dans la plupart des cas, des systèmes d'inégalité et de domination, pour reprendre le titre du livre d'Ablaye Bara Diop sur la société wolof. C'est ça qu'il va falloir qu'on règle, et on ne le règle pas. On ne règle pas les deux questions en particulier qui sont centrales. Lesquelles? La règle du genre, la domination de l'homme, de la femme par l'homme, et la règle de la génération, la domination de l'aîné par le cadet. Et aujourd'hui, peut-être en même temps ou plus que la transition démocratique, il faut travailler à la transition de sociétés traditionnelles à des sociétés modernes. Oui, une transition générationnelle. Absolument. Elle suppose une transition générationnelle. Elle suppose aussi une transition de sociétés qui sont restées des sociétés orales à des sociétés qui restent des sociétés écrites, quelle que soit la langue, ou on pourrait dire les langues qui devraient être utilisées dans cette transition. Mais on peut, comme disait Cheikh Hamidou Kane, il y a presque 60 ans, en fait, une société de l'oralité ne peut pas résister à la vitesse des sociétés modernes. Oui, pour dire tout simplement, professeur Mamadou Diouf, que ces élections législatives sont des élections complexes parce que arrivent-elles justement dans un contexte en pleine mutation, crise de la famille, la jeunesse exposée veut prendre son destin en main face à des programmes qui rivalisent d'ardeur en perspective de ce 31 juillet. Absolument. Et la grande question, c'est de se dire, est-ce que ces programmes sont construits sur la réalité ou les réalités des sociétés, comme vous dites, en mutation? Réponse? Dans la plupart des cas, je ne crois pas. Et je vais dire pourquoi. La première, et vous l'avez énoncé, c'est la crise de la famille et des valeurs familiales. Et aujourd'hui, on doit aller plus loin que l'idée que les jeunes n'ont pas... Il y a une crise, si vous voulez, des valeurs, et que les jeunes ne respectent pas les valeurs. Mais dans la plupart des cas, les jeunes ne peuvent pas respecter des valeurs qui n'ont plus, si vous voulez, qui n'ont plus d'épaisseur. Pourquoi ils n'ont plus d'épaisseur? Qu'elles n'ont plus d'épaisseur? Parce que si vous prenez aujourd'hui les pères de famille. Oui, dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas validement réclamer la position et le respect de père parce qu'ils ne peuvent plus donner les ressources que des enfants s'attendent d'un père. Pas seulement des ressources matérielles, mais le fait que ces pères ne sont pas capables de mettre en place et de contrôler des gouvernements qui travaillent pour le bien de tout le monde, c'est aussi une question. La responsabilité, ce n'est pas seulement une responsabilité vis-à-vis de sa progéniture, c'est une responsabilité sociale vis-à-vis de l'État. Pourquoi les citoyens, effectivement, des adultes matures, n'arrivent pas à contrôler un système qui est en train d'aller à la dérive. Qui les échappe, mais ça suppose que le père de famille lui-même n'a pas pu résoudre cette équation de son temps, qui se transfère chez les jeunes, des jeunes eux-mêmes qui décident et qui s'engagent à rectifier. Je vais régler le problème moi-même. Oui. Et personne ne peut me dire, parce que ces gens qui auraient dû le faire, ou qui doivent participer à ce mouvement, ne l'ont pas fait. Pas. Mais là, on a une complicité entre le père et le fils face justement aux contraintes auxquelles sont confrontés à la fois le père comme l'enfant, professeur Diouf. Oui, mais l'enfant, c'est qu'aujourd'hui, on le retrouve quelquefois même dans les pratiques qui sont des pratiques délinquantes.
quand les jeunes vont détruire l'école où ils vont en classe, c'est vrai, c'est une manifestation extraordinaire de la déliquescence des valeurs. Mais ça veut dire qu'on ne leur a pas dit ce que c'est que l'école, ce que ça représentait comme un bien public. Mais ça veut dire aussi, aujourd'hui, la seule manière de se faire entendre, c'est d'être violent. C'est-à-dire la violence devient l'instrument par lequel on intervient. Et sans cette violence, on n'existe pas. C'est-à-dire c'est le fait que la violence soit associée à l'existence, à la capacité d'être prise en compte. C'est ça qui cause le problème. Et ça, je peux donner plein d'exemples. Oui. Moi, depuis que je suis là, j'écoute les radios, je lis les journaux. Mais on voit très nettement la place que l'insulte a prise dans le discours politique sénégalais. Cette place que l'insulte a prise est effectivement la place où, si on n'insulte pas, on n'est pas visible. C'est-à-dire l'affichage est devenu... En fait, l'insulte est devenue l'instrument par lequel on existe. Et on existe politiquement. Et exister politiquement, c'est effectivement se donner les moyens d'être visible pour aller négocier des prébendes. Mais alors, professeur Mamadou Diouf, le lieu de discussion, le lieu de débat, par essence, c'est l'Assemblée nationale. Et ces programmes qui sont portés par les 8 listes, justement, à la conquête de l'électorat, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, au regard de la première semaine écoulée, que le discours a été assez bien réceptif, je veux dire, ou est-ce que l'électorat adhère à ce discours politique durant ces 8 premiers jours? On verra ce qui va se passer. Parce qu'il est très clair que quand on regarde le champ politique et les 8 coalitions, il y a des coalitions qui sont des coalitions qui ont une démarche assez agressive, si vous voulez, qui est une démarche d'affrontement, et d'affrontement politique plus que d'affrontement idéologique ou d'affrontement programmatique. Mais il est clair que, à la différence, si vous voulez, de Benno, du moins de manière beaucoup plus claire, la plupart les 7 autres insistent sur la nécessité de redéfinir le pouvoir, l'exercice, disons, du pouvoir parlementaire. Et mettre l'accent sur le fait que le Parlement vote les lois et l'institutionnalisation, une meilleure institutionnalisation de l'État, un meilleur contrôle du gouvernement et des actions du gouvernement serait possible. Et, si vous voulez, un rééquilibrage des rapports entre l'exécutif et le législatif. Donc ce qu'ils veulent, c'est un vrai Parlement. Un Parlement qui n'est pas une chambre d'enregistrement, comme on dit. Un Parlement qui est effectivement capable d'avoir des commissions d'enquête parlementaire, de véritablement participer à un débat et à un engagement avec l'exécutif. Donc, si vous voulez, il y a ça. C'est pour ça que peut-être la coalition qui porte le plus cette idée d'une réforme du Parlement, c'est la coalition Art Sénégal avec ce qu'ils appellent le contrat. Je pense qu'ils appellent ça le contrat de législature. Donc c'est très clair. Mais aussi, en fait, quand on regarde les coalitions, on voit les coalitions qui sont dans une élection qui annonce une autre. C'est le cas de Yehui. Je veux dire, ils sont dans une logique qui est à la fois une logique parlementaire et une logique présidentielle. Donc, c'est ça la différence. Et il y a aussi probablement, si on regarde clairement, des coalitions qui semblent être prêtes à offrir un coup de main à Benno quand les choses vont changer. Et quand on écoute quelquefois, par exemple, comme Bokk Gis Gis, etc., on sent très nettement qu'ils se battent sur 2 fronts. Le front contre
Yehui, mais aussi contre Benno. Et on voit très bien quelque part ce jeu de prestidigitation est un jeu qui pourrait annoncer, disons, une possibilité de coalition maintenant si en fait Benno n'arrive pas à avoir une majorité. Oui, mais ce qui se joue présentement, c'est également, va-t-on vers une cohabitation, va-t-on vers des transformations réelles par rapport à l'institution qu'est l'Assemblée nationale? Oui, de ce point de vue et au rythme quand même de cette campagne électorale, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, oui, c'est une nécessité d'aller vers une cohabitation? Est-ce que cette cohabitation, tant attendue par l'opposition ou la majorité qui pense gagner largement, oui, quelle est pour vous l'alternative pour une Assemblée nationale beaucoup plus crédible répondant aux préoccupations des Sénégalais? Vous savez, la cohabitation, elle est possible. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est un mouvement général, un mouvement global. On voit ce qui se passe en France, ce n'est pas une cohabitation, mais Macron n'a pas eu de majorité. On voit l'énorme problème aujourd'hui de Biden aux États-Unis. Je veux dire qu'il y a un mouvement dans le monde. On voit ce qui s'est passé en Angleterre avec Boris Johnson qui s'est fait virer de sa position à 10 Downing Street par les gens de son parti. Et c'est ça qui semble être l'ère du temps. Et cette ère du temps est en train de changer considérablement la chose. Aujourd'hui au Sénégal, le risque d'une cohabitation est lié à l'environnement politique dans lequel nous évoluons. Parce que le président a décidé de ne pas dire s'il est pour ou contre le troisième mandat. Parce que s'il levait cette hypothèque, on se trouverait dans une situation où effectivement il va y avoir une grande bataille politique et cette bataille politique ne serait pas nécessairement une bataille dont la cible principale est « nous ne voulons pas d'un troisième mandat ». Et l'opposition le sait. S'ils sont majoritaires à l'Assemblée, il ne peut pas y avoir de troisième mandat. Pour des raisons très simples. Pour des raisons politiques, le président tirerait les conclusions d'une défaite de son... Les conséquences politiques. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, un troisième mandat n'est possible qu'à la suite d'une réforme constitutionnelle. Et qu'est-ce qui va l'apporter? Le Conseil constitutionnel Oui, mais peut être saisi pour la circonstance. Oui, mais le Conseil constitutionnel peut être saisi pour la circonstance, mais vous voyez une situation dans laquelle le Conseil constitutionnel décide et les 165 députés de l'Assemblée nationale sénégalaise, quelle que soit la majorité qui vote contre, en fait, cette majorité contre les juges de la Cour suprême, ça veut dire que ce pays sera ingouvernable. Mais alors, du point de vue historique, le Sénégal a une tradition démocratique. Aujourd'hui, en 2022, avec ces législatives, justement, professeur, est-ce que vous avez l'impression que le véritable combat, c'est un combat de pouvoir, c'est un combat entre les différentes coalitions, il est vrai, mais qui doit être tranché par l'électorat sénégalais aujourd'hui? Absolument, c'est tous ces éléments qui concourent à la création du contexte dans lequel nous sommes. En fait, si vous voulez, le premier combat, c'est un combat en termes d'institutions et en termes de respect des règles, qui sont des règles établies et qui semblent avoir été des règles consensuelles. Les 2 mandats de 5 ans. Ça, c'était une règle qui est acceptée. La deuxième chose qui est très très importante, c'est le fait que cette démocratie sénégalaise est dans une situation de régression généralisée. Ah oui? Et si vous, Pourquoi vous dites ça? Mais si vous voulez voir ça, vous n'avez qu'à lire les mémoires d'Ablaye Bathily quand il raconte la période entre 83 et 2000. Cette période de bataille politique et électorale qui finalement mène
à l'adoption d'un code électoral consensuel, à l'adoption d'une CENI et à l'administration des élections qui sont une administration transparente. La seule chose que ce mouvement n'a pas pu obtenir, c'est effectivement la désignation de ministre de l'Intérieur qui n'appartient pas au parti au pouvoir. Et même si ça s'est arrivé 2 fois avec les généraux Niang et les généraux Cissé. C'est les seuls moments. Mais si vous voulez, ça a entraîné l'alternance et la victoire d'Abdoulaye Wade. Mais si vous regardez de la victoire d'Abdoulaye Wade... Même la victoire de Macky Sall avec Gueye, qui était le directeur des élections. Absolument. Oui. Mais si vous regardez justement cet arc de 2000 à Macky Sall, progressivement, les batailles qui ont été menées, y compris par Abdoulaye Wade, on s'est retrouvé avec des institutions qui étaient des institutions en régression. Avec le président Macky Sall, ça s'est aggravé. Parce que là aussi, l'élément central qui devait bâtir les parle d'alternance et d'alternative, qui aurait permis de faire tourner le bouton vers l'alternative, c'était les assises et les conclusions des assises nationales. Mais le drame, c'est que ceux qui ont porté l'idée de ces assises n'ont pas gagné les élections. N'ont pas gagné les élections de 2012. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, le parrainage, toutes ces questions qui sont liées aux listes, sont des questions qui étaient derrière nous après 88. Maintenant, on a les mêmes questions et les mêmes débats. Et c'est ça le problème. On a les mêmes questions et les mêmes débats autour et on peut dire que ça s'est aggravé déjà avec Wade. Parce que qu'on le veuille ou non, du temps du Parti socialiste, même si avec Ousmane Tanor Dieng, on a commencé à mettre à la tête des sociétés nationales des militants, où on a transformé les directeurs des grandes entreprises nationales au militantisme, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, progressivement, il y avait aussi des gens qui étaient là pour leurs compétences, qui n'étaient pas dans le jeu politique. Avec Wade, progressivement, et finalement, son dernier mandat, on ne pouvait pas être directeur d'une société nationale si on n'était pas au PDS. Aujourd'hui, on le voit, et avec la paire, et ce qui le montre le plus, ce qui est le plus visible, le plus extraordinaire, les Demdiques des bleus du temps du bleu du PDS, les Demdiques aujourd'hui sont les couleurs qui sont les couleurs de la paire, ce qui démontre effectivement cette confusion entre le pouvoir administratif et le pouvoir politique. Et l'appareil du parti. Oui, absolument. Oui, professeur Mamadou Diouf, est-ce qu'aujourd'hui, la majorité mécanique à laquelle était soumise l'Assemblée nationale durant véritablement tout notre processus démocratique, ces élections législatives vont-elles sonner le glas de justement cette tradition qui repose sur la majorité mécanique? Mais ça en démocratie, bien sûr. Non, je pense que là, on est en train d'amorcer là aussi un tournant. Ce tournant, ça va dépendre, disons, du nombre de députés, de l'équilibre entre majorité et minorité. S'il y a effectivement une majorité qui est une majorité des partis, des coalitions d'opposition, il n'y a plus de majorité mécanique. Et on va avoir un espace qui est un espace beaucoup plus vivant, politiquement, où il y a des vrais débats, mais surtout où il y a un vrai contrôle du travail, de l'action publique, et où on ne peut plus. Parce que ça, c'est arrivé depuis, c'est amorcé avec Diouf, avec les programmes d'ajustement, où le pouvoir de décision est transféré de l'Assemblée nationale et des ministères à la présidence de la République. Il y a une cellule de la présidence de la République. Et ça, on le voit aussi en termes de majorité mécanique. Vous savez, l'une des intrigues, quand on pense au Parti socialiste,
c'est que le Parti socialiste a toujours été un parti où il y avait des tendances, que ces tendances soient des tendances mues par des raisons matérielles, de gains matériels ou non. Il y a toujours un débat. Un débat entre une aile gauche, une aile du centre et une aile de droite au Parti socialiste. Et Senghor, qui était le secrétaire général, n'était pas nécessairement en position de tout le temps imposer sa position. Mais c'est quoi finalement aujourd'hui? C'est l'essoufflement de ces partis. Effectivement, il n'y a plus d'idées, c'est plutôt l'abus, la violence vraiment auquel nous sommes habitués. Ces partis d'aujourd'hui, contrairement aux partis d'avant. Et je vous renvoie à la passion de liberté de Bathily. Il vous montre quels sont les débats à l'intérieur de la gauche, quels sont les débats à l'intérieur des partis majoritaires, quels sont les débats à l'intérieur du Parti socialiste. Mon collègue Bomar Koumba Diop et moi-même avons écrit un livre sur le Sénégal, sur Abdou Diouf. On montre comment Diouf arrive effectivement à maîtriser l'appareil politique. Et quels sont ces débats qui vont continuer jusqu'à d'abord l'expulsion de Niasse du Parti socialiste, l'expulsion le départ de Guy Boka et le départ de plusieurs autres ténors du Parti socialiste, qui a continué jusqu'à l'expulsion de Barthélémy Diaz, de Khalifa Sall. Ça, c'était pas seulement des débats. C'est vrai que c'est des débats d'intérêt, mais c'était aussi des débats qui étaient des débats politiques et des débats de gestion. Si vous prenez les partis de gauche, c'est arrivé et ça a créé des scissions parce qu'il y avait des débats. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de régression démocratique. Aujourd'hui, il y a plus, ces débats ont disparu. Ces débats ont disparu, mais justement, notre démocratie se trouve dans une situation, dans un contexte en pleine mutation. Comment analysez-vous ce tournant, celui d'aujourd'hui, et qui peut-être nous donnera beaucoup plus de couleurs après le scrutin du 31 juillet? Ça nous donnera plus de couleurs si effectivement les élections sont des élections transparentes et que les élections se passent normalement. Pourquoi c'est un tournant? C'est ce que j'ai raconté au début de notre discussion, c'est que les règles qui ont présidé au jeu politique sont en train de changer. Le leadership politique est en train de changer. Et il y a l'apparition de jeunes leaders, ce qui est une très grande nouveauté, en fait, si vous voulez. Et ça a entraîné la production d'un langage qui est un nouveau langage, d'une façon de faire la politique qui est une façon nouvelle de faire la politique, d'une présence des femmes, par exemple, qui est de plus en plus importante, dont on ne parle pas, mais aussi d'un engagement avec la religion qui a totalement changé, et de rapport avec les confréries. Ça aussi, par exemple, on ne prête pas une grande attention à cette transformation. Mais il y a un jeune anthropologue sénégalais qui a écrit un excellent livre sur ce qu'il appelle l'islam de la rue. C'est-à-dire cet islam qui n'est plus associé aux confréries, mais qui est un islam rigoureux et qui est un islam porté par des jeunes. Et cet islam prête une très très grande attention aux questions sociales. Alors, professeur, est-ce que Benno, la coalition Benno, peut prévaloir justement du bilan du président de la République pour bien vendre son discours dans cette campagne électorale? Vous savez, il y a très longtemps, j'ai écrit un article pour montrer comment, en fait, le président Wade, quand il accède au pouvoir, est convaincu d'une chose. Et c'est pour ça, pour moi, je l'appelle le magicien. C'est l'idée que la construction des infrastructures est un langage qui se suffit à lui-même. Et les infrastructures, l'idée que ça, c'est ça qui marque les Sénégalais.
Mais on oublie souvent qu'on ne mange pas les infrastructures. Et on se rend très bien compte que le président Macky Sall est conscient d'une chose. Il a battu Abdoulaye Wade en énonçant une critique absolument rigoureuse de la construction des infrastructures et de l'utilisation des infrastructures comme discours politique, comme discours de conviction, en disant construire, si on a du ciment, on a des ouvriers, on a du fer, tout le monde peut faire de la construction. Mais ça va être lui retourné. Les infrastructures ne sont pas, c'est très clair, un langage qui permet de convaincre les populations. Parce que ce qui importe aujourd'hui à ces populations, surtout au segment le plus important, les jeunes, c'est qu'est-ce qu'ils ont accès au travail. Est-ce qu'ils peuvent se marier? On ne se rend pas compte, c'est pas seulement en fait l'impossibilité d'accéder à un travail, l'impossibilité d'avoir des revenus, mais c'est aussi l'impossibilité de fonder un foyer. Ce qui veut dire que la transition de l'âge adolescent, de l'âge d'adolescence à l'âge adulte, cette transition est beaucoup plus longue qu'avant. Et la longueur de cette transition entraîne des frustrations qui sont des frustrations énormes. Et ça entraîne aussi un décalage. Je parlais de cette règle du genre, qui est ce décalage qui fait effectivement, dans la plupart des cas, que les femmes, pour des raisons qui sont des raisons, disons, d'identité, si vous voulez, sexuelle et de reproduction, en général, ont tendance... En fait, la société les entraîne vers une transition à l'âge adulte beaucoup plus rapide. Et le fait que aussi de plus en plus de femmes entrent dans le marché du travail et sont dans l'espace politique a entraîné une violence faite aux femmes de plus en plus importante. Alors, professeur, un autre enjeu de taille également, c'est la participation. Dans une élection législative, de plus en plus, le taux de participation se révèle bas, contrairement à une élection présidentielle. Oui, on a senti au début de la campagne une certaine timidité. Alors, avez-vous l'impression quelque part que, justement, l'électorat répondra à l'appel le 31 juillet? Il faudra d'abord faire la comparaison avec les élections locales. Oui. On avait tendance à croire aussi que les élections locales n'allaient pas entraîner une forte participation. Il y a eu une forte participation. Ces élections, je pense qu'on peut prédire qu'il va y avoir, disons, une forte participation pour une raison très simple. C'est que ces élections annoncent l'autre élection. Et cette autre élection que les élections législatives annoncent, ce sont des élections qui sont plombées par, disons, le troisième mandat. Et ce troisième mandat, en perspective, le débat, il est annoncé. Il n'est pas encore tranché, la question du troisième mandat. Par qui? Vous le savez, dans le débat démocratique aujourd'hui, les questions qui reviennent de plus en plus, c'est des questions d'ordre social, d'ordre économique, et même culturel. Est-ce que, de ce point de vue, c'est là où se situe aussi l'autre enjeu au-delà de l'enjeu politique? Non, parce que l'enjeu politique n'est que la pointe de l'iceberg. Le grand enjeu qui englobe tous les enjeux dont vous avez parlé, c'est l'enjeu culturel. À la fois les transformations religieuses, les transformations économiques, parce que c'est cette culture qui est en train de faire émerger un nouveau citoyen et un nouveau Sénégalais. C'est-à-dire c'est cette culture qui est en train de produire des ressources. Et ce sont ces ressources qui sont en train d'être utilisées en particulier par les jeunes. Et ces ressources sont à la fois des ressources locales, indigènes, mais ce sont aussi des ressources qui participent du temps du monde.
C'est-à-dire que ce sont des ressources que les jeunes sont en train d'acquérir par les réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est un mouvement global qui est un mouvement de transformation. Et ce mouvement de transformation semble décalé par rapport aux pratiques politiques. Et c'est dans cet écart, si vous voulez, que se joue ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est-à-dire un mouvement où on ira progressivement vers à la fois une modernisation de la société et une démocratisation de la société, mais aussi vers un mouvement qui pourrait être un mouvement de régression et de violence extrême. Ah oui? Bah oui. Si effectivement, comme je disais, le blocage, vous savez, quelquefois quand on regarde l'Afrique, au mouvement Afrique est toujours accolé l'idée de crise. On parle que de crise. Sommes-nous dans une crise politique au Sénégal? Absolument. Ah oui? Oui, absolument. Quels sont les signaux qui, justement, le démontrent? C'est toutes les batailles autour du parrainage, toutes les violences qu'il y a eu depuis mars. Oui. C'est aussi l'impossibilité d'avoir des campagnes électorales apaisées et le fait qu'encore aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est retourné à ces moments qui sont les moments d'avant 88 où la question centrale de l'administration des élections est revenue. Et le parrainage, le professeur Ibrahim Fall l'a très bien montré, le parrainage a recréé une situation et une source de conflit. Et l'interprétation des textes est devenue aussi un élément important avec ce qui s'est passé avec la validation, l'invalidation des... Oui. Alors, professeur, un acte qui a été posé, le dernier dans l'hémicycle, sur le départ du président Moustapha Niasse, est-ce que cela annonce aussi une recomposition politique en vue? Mais bien sûr, ça annonce déjà ce qui annonce une recomposition politique, probablement pas. Une recomposition du leadership politique, oui. Parce que ce à quoi on a assisté, c'est un retour d'Aminata Touré, l'ancien premier ministre, ancien ministre de la Justice, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Donc, on assiste à, si vous voulez, à des mouvements d'entrée et de sortie de beaucoup de leaders. Et la deuxième chose qui est très claire, le départ de Macky Sall, quelle que soit la cause, que ça soit, il ne se représente pas, parce que c'est son deuxième mandat, il se représente, il est battu, c'est aussi le départ d'une partie de son entourage, d'une partie de la classe politique. Et l'arrivée de Sonko ou de n'importe quel autre candidat, pour autant s'il y a d'autres candidats, Khalifa Sall, etc., c'est aussi un renouvellement de la classe politique. Et ce renouvellement de la classe politique ne peut pas se faire, si vous voulez, doucement. Ah oui. Parce que il y a beaucoup de contentieux entre les partis politiques, mais à l'intérieur des partis politiques aussi. On peut imaginer, le président Macky Sall ne se représente pas, je ne sais pas qui va émerger à l'APR ou à Beno, mais ça aussi, ça va poser des problèmes, parce qu'il n'y a pas pour le moment de leadership affirmé. Oui, parce que les Amadou Ba, les Ali Ngouille, les Matar Cissé, tous ces gens à qui on a prêté, disons, des ambitions, ont été éliminés. Alors, ce lundi s'ouvre la deuxième semaine de campagne. Professeur, vous avez longtemps observé la scène politique du déroulement ou du processus démocratique de notre pays en Afrique et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui doit être mis en avant pour gagner ces législatives?
selon qu'on soit dans une liste ou dans une telle autre coalition? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui devront être mises en avant. La première, c'est des élections dans un environnement pacifié, mais des élections transparentes et démocratiques. Parce que si on n'arrive pas à avoir des élections transparentes et démocratiques, les réactions peuvent être des réactions d'une terrible violence. Parce que justement, il y a quand même des gens qui rêvent d'un horizon qui est un horizon de transformation. La deuxième chose qui est très très importante, c'est qu'il y a la nécessité d'une refondation institutionnelle de la démocratie sénégalaise. C'est une nécessité absolue, parce qu'elle semble se diriger vers une impasse. Et il est vrai que les Sénégalais, la classe politique sénégalaise, à un moment, s'est mise ensemble pour trouver des réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a déjà les réponses institutionnelles aux questions que nous avons. Ce sont les conclusions des assises nationales. Il faut bien sûr les dépoussiérer, il faut bien sûr les réactiver, mais il faut, et cette assemblée qui vient devrait avoir pour tâche principale justement ce dépoussiérage et la nécessité de refonder, si vous voulez, la démocratie sénégalaise. Et la troisième chose, la plus importante pour moi, c'est la capacité aujourd'hui pour notre société de gérer la diversité. Et ceux qui seraient capables effectivement de travailler dans ce sens pourraient offrir à la démocratie sénégalaise un autre souffle. Elle est menacée, l'équilibre social? Bien sûr qu'elle est menacée. Elle est menacée par aujourd'hui ces extraordinaires recroquevillements sur des identités qui sont des identités primaires. Ah oui. Identité ethnique, identité religieuse, c'est identité régionale, mais c'est aussi extraordinairement lié au fait que d'une recomposition, qui est une recomposition qui tend à mettre l'accent non pas sur ce qui nous unit, mais sur ce qui nous divise. Et la dernière chose, c'est le fait que l'idée du bien commun s'est dissoute progressivement dans des batailles qui sont des batailles purement, si vous voulez, de défense d'identité, comme je disais, religieuse, d'identité ethnique ou d'identité régionale. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une société qui fait depuis 40 ans face à une crise qu'on considère tout le temps comme une crise régionale, alors que c'est une crise nationale. C'est la crise casamançaise qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais ça aussi, ce n'est que la crise la plus importante, la plus violente et la plus durable. Mais la société sénégalaise est une société qui est en train de faire l'expérience, je dis de faire l'expérience d'une fracturation, de fractures continues. Et ces fractures peuvent effectivement s'élargir et créer un déséquilibre. Comme les déséquilibres qu'on voit dans la région. Je veux dire, il y a une crise des sociétés sahéliennes. Et cette crise des sociétés sahéliennes, elle se manifeste de manière, disons, forte et durable. On y échappe aujourd'hui à cause de ce dynamisme, de cette extraordinaire culture de la classe politique sénégalaise. Oui. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne risque pas effectivement d'être déséquilibré par ces fractures-là. En sommes-nous conscients de ce qui se passe, de ce qui se déroule présentement? Je pense qu'on est dans une situation beaucoup plus difficile. La vieille classe politique sénégalaise a toujours été capable de penser la crise, de se retrouver
et de trouver une solution. Si vous comparez avec d'autres États de la région, c'est ça qui leur manque. Je peux le dire tranquille, le Mali par exemple. C'est-à-dire, au Sénégal, il y a toujours eu cette capacité. Senghor que c'est une société de dialogue, mais je pense qu'il a eu raison. Les gens sont capables à des moments précis, c'est ce que j'appelle une classe politique. Et ces ressorts existent encore? Ah oui, ça existe encore, mais c'est en train de disparaître. Et les insultes sont le signe de cette disparition. Mais il y a une deuxième chose qu'on est en train de perdre aussi. C'est quoi? Vous savez, dans les années 70, Oui. il y a un politologue anglais qui s'appelle Donald Cruz O'Brien, qui a été probablement l'un des premiers spécialistes de sciences politiques à étudier les bourrites. Son premier livre date, je crois, de 72, 73, sur la communauté bourrite. Et Donald Cruz O'Brien considère que le Sénégal, comme il dit, est une success story. C'est l'histoire d'un succès. Et ce succès, il l'attribue à ce qu'il appelle le contrat social. Oui. Et ce contrat Pas de social... Jean-Jacques Rousseau, mais du Sénégal. Du Sénégal, Oui. oui. Et ce contrat social, c'est le contrat social entre la classe politique et la classe maraboutique. Oui. Et vous savez, l'une des choses les plus marrantes, c'est que Cruz O'Brien, dès ces années 70, dit que justement, ce succès et cette durabilité du contrat social sénégalais est liée à une chose, c'est qu'il y a une société civile au Sénégal. Et vous devinerez jamais qui est cette société civile. C'est qui? Ce sont les marabouts. Merci beaucoup, Mamadou Diouf. Merci. Ça a été encore une fois un énorme plaisir de pouvoir discuter avec vous et justement de nous arrêter après le bilan de la première semaine de campagne. Ils sont sur le terrain. Quand je parle de ils, je parle des acteurs qui composent ces 8 listes et coalitions en compétition qui rivalisent pour une assemblée nationale de rupture de qualité ou dans la continuité. L'essentiel, c'est le triomphe de notre démocratie. Merci encore, professeur. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Faire encore le bilan de la campagne et débat, émission. Les experts se prononcent pour clarifier, préciser. Au revoir et à dimanche prochain.